pas mal de gens viennent me dire que s'ils avaient été dans l'accident, ils seraient sûrement morts. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que tant qu'on n'est pas dans une situation comme celle-là, on n'a aucune idée de la façon dont on réagirait. Salut les explorateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo qui tourne autour de la survie à travers les films. Si je vous parle de Hannibal Lecter, vous voyez un peu le mec qui était médecin et qui mangeait ses patients. Bon, eh bien, si c'était vrai, si on avait vraiment dû faire ça pour pouvoir survivre. C'est ce qui s'est passé en 1972, à la suite d'un crash aérien perdu dans les Andes. Une équipe de rugby a dû consommer les cadavres pour pouvoir survivre. Et bien c'est de ce film que l'on va parler, qui s'appelle Alive en anglais, ou alors Les Survivants en français. Une histoire tragique, mais belle en même temps, parce que les survivants ont réussi à passer plus de 2 mois et demi en pleine montagne, et à s'en sortir et à rentrer à la maison. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc le film Les Survivants, Alive en anglais, est basé sur un livre qui s'appelle Le Miracle des Andes, que j'ai lu il y a presque 10 ans, 15 ans. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu qui tourne autour de l'aventure et de la survie. C'est l'histoire de Fernando Pardo qui est retracée à travers ce livre. Et c'est l'histoire de cette équipe de rugby qui va s'écraser dans les Andes à plus de 3600 mètres d'altitude. C'est assez bouleversant ce qui va se passer, parce que je pense qu'aucun d'entre eux n'était prêt à vivre ce qu'ils allaient vivre. Que faut-il faire? Tiens, là, va voir si tu peux aider. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plusieurs personnes qui prennent le lead et qui commencent à essayer de savoir s'il y en a qui sont vivants, etc. Donc on voit vraiment des personnes qui se détachent, et c'est ce qui est très, très intéressant en termes de survie. Il faut tout de suite prendre en considération, et bien après l'impact, s'il y a des personnes qui sont vivantes, s'il y a des personnes qui sont blessées, il faut leur porter assistance très rapidement. Et donc il va falloir rapidement faire un diagnostic pour voir qui est apte, qui n'est pas apte. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui ont été tuées sur le coup avec l'impact de l'avion. Il y en a qui ont des hématomes, il y en a qui ont des traumas, il y en a qui ont des jambes cassées, il y a des gens qui sont coincés complètement sous les sièges, écrasés par les autres. Donc on a quand même pas mal de cadavres. Première chose, et voilà, ils commencent déjà à faire un inventaire. Et quand je dis un inventaire, c'est pas péjoratif, ils font un inventaire des personnes qui sont aptes, qui sont mortes. Voilà. Et donc là-dessus, c'est très important de faire attention aux uns et aux autres, de regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de problématique, parce que une petite égratignure, un petit trauma peut être rapidement bien plus grave qu'il n'en a l'air. Donc il faut vraiment faire attention aux uns et aux autres. Ça reste, encore une fois, un effet de groupe. Seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut faire attention en groupe. On est arrivé en groupe, on reste en groupe et on reste soudés et on avance en groupe. Moi, je me souviens, c'est ce que j'ai expliqué aux stagiaires quand on était en Australie en novembre 2019. Je leur ai dit, n'oubliez pas que vous êtes un groupe, vous avancez en tant que tel. Sauf qu'il y a tellement de différences entre les objectifs des uns et des autres que des fois, vous avez des distances qui se créent. Parce qu'on partait rencontrer les aborigènes à pied, et vous avez des distances qui se créent des fois entre les gens, parce qu'il y en a qui marchent plus vite, il y en a qui ont plus de difficultés, il y en a qui ont plus besoin de temps, il y en a qui ont d'autres objectifs, d'autres envies, et donc du coup ça crée des fois des écarts et des distances, et également de l'énervement. Donc le fait d'être en groupe, eh bien, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, il faut ravaler sa fierté, et puis voilà, dire j'irai pas à l'objectif que j'ai décidé d'atteindre, mais on va aller ensemble vers l'objectif que le groupe a décidé d'atteindre. Et ça, c'est très important. Donc ils ont fait l'inventaire, ils ont fait tout le tour de l'avion, et ils arrivent à atteindre la cabine. Il y en a un des pilotes qui est mort, l'autre il est complètement frigorifié, coincé, et il veut de l'eau, et il veut de l'eau. Il y en a un des joueurs qui prend de la neige, qui est plus ou moins tassée, et qui lui donne à sucer. Alors c'est vraiment pas le truc à faire. S'il y avait vraiment à donner de l'eau, il vaut mieux faire fondre la neige. Et pour ça, vous avez plusieurs techniques. Alors dans le film, ils vont le faire voir, et c'est relativement intéressant. Ils vont récupérer
des plaques qu'il y a à l'intérieur en tant qu'isolant sur les fauteuils pour pouvoir leur donner une forme, mettre la neige à l'intérieur et avec le soleil, eh bien, faire fondre pour avoir un liquide à consommer. Donc il y a plusieurs techniques. Vous pouvez par exemple prendre la neige et vous allez la mettre par exemple dans un sachet isotherme, quelque chose de hermétique, un isolant, et vous allez pouvoir la mettre à l'intérieur de votre veste, quelque chose à l'endroit au chaud, c'est-à-dire par exemple au niveau des aisselles, et appuyer fortement pour venir tout simplement faire fondre la neige avec votre chaleur corporelle. Dans tous les cas, il va falloir trouver un liquide bien plus intéressant que de la glace, parce que la glace va venir vous brûler complètement les muqueuses et vous allez envoyer une mauvaise information en faisant croire que vous êtes hydraté alors que vous venez complètement de brûler les muqueuses et les terminaisons nerveuses. Donc c'est pas du tout conseillé, surtout pour une personne qui est complètement frigorifiée et qui a besoin de boire. Il vaut mieux trouver un liquide pas trop chaud, parce que la différence entre le chaud et le froid serait très mauvais pour l'organisme et la personne. Et avoir juste un liquide à boire par petites gorgées pour se réhydrater est très très important. Donc la glace, à faire très attention. Après, dans leur cas, on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà, pour pouvoir fabriquer de l'eau, un liquide à consommer facilement, et bien en fait, ils vont dézinguer ce qu'il y a derrière les sièges. En fait, il y a une armature en métal, et ils vont venir la former pour lui donner une forme relativement comme un entonnoir, mettre la neige dessus, et vu que la journée, eh bien, ils ont un ensoleillement plutôt favorable, et ils vont pouvoir comme ça récupérer la neige qui sera fondue et compléter des bouteilles. L'eau devient indispensable. Il faut toujours faire la quête de l'eau une priorité, même si on se dit on en a autour de soi, on n'a jamais assez. On se déshydrate toujours très rapidement, et puis quand on est stressé, quand on est faible, quand on a froid, etc., eh bien, le manque d'eau devient très très rapidement une problématique. Donc il faut toujours penser à l'eau, à l'eau, à l'eau. Il faut faire l'inventaire très rapidement. Donc il sort toutes les valises des personnes pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, récupérer le maximum de fringues pour pouvoir s'habiller. Et ensuite, il va falloir créer un isolant thermique. Pourquoi est-ce qu'on a chaud en plein hiver avec nos vêtements qu'on porte sur soi? Notamment quand vous partez par exemple pour le ski, vous avez des doudounes. Alors soit elles sont en synthétique, mais c'est le même principe, soit elles sont en plume. En fait, ce que vous allez fabriquer, c'est un isolant thermique. Et le meilleur isolant qui existe, c'est l'air qui est immobile, l'air qui ne circule pas. Lorsque vous avez un matelas au sol, le matelas vous protège du sol, et en fait, c'est votre chaleur corporelle qui va rayonner, qui va envoyer directement sa chaleur à l'intérieur du matelas de sol et qui va vous la renvoyer. Et donc, ça va vous protéger parce que vous avez de l'air qui est immobile. Lorsque vous prenez une doudoune, même principe, vous allez la porter sur vous, vous allez recréer un gonflant, l'air va être bloqué par les plumes, par le synthétique, peu importe, et votre chaleur va rayonner, vous allez avoir les radiations qui vont passer à l'intérieur de l'isolant, et donc ça va vous permettre d'être protégé. Dans leur cas, ils ont uniquement leurs fringues qu'ils avaient sur eux ou alors dans la soute, des choses relativement classiques. Et donc en arrachant complètement l'isolant de la carlingue et venir à la bourrer à l'intérieur des vêtements, à l'intérieur complètement au niveau des manches et au niveau du buste et des jambes, et bien on vient recréer encore une fois un isolant thermique, ce qui va leur permettre de se protéger du froid et de ne pas rester à des températures où il va peut-être faire, je sais pas, moins 10, moins 15 degrés la nuit. Donc ils vont voilà, limiter leur impact. Ça sera vraiment la chose primordiale dans leur cas, c'est les 3 heures de régulation thermique qui sont extrêmement importantes, et 3 heures ça va très très vite. Une nuit, vous pouvez perdre 1-2 personnes au bout d'une semaine si vous n'avez pas du tout préparé et réalisé de l'isolant thermique ou de quoi vous maintenir votre température à 37 degrés. Toute l'équipe est morte. Ensuite, il va falloir rapidement penser à l'eau, parce que 3 jours sans boire, donc la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont perdus en pleine montagne. Donc de l'eau, il y en a, pas sous forme liquide, mais sous forme de neige, donc on va pouvoir la faire fondre et la transformer. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est très importante. Et la troisième, ils ne le savent pas encore, parce que c'est le début en fait, du film et donc, de ce crash aérien, mais vu qu'ils vont rester plusieurs semaines perdus en pleine montagne, et à un moment donné, on se retrouve à passer les 3 semaines sans manger. Et donc là, ça va être l'autre étape, ça va être de trouver à manger pour pouvoir survivre et rester le plus longtemps possible avec de l'énergie et de la force. En termes de survie, moi, je vous déconseille de consommer de l'alcool ou de fumer une cigarette. Là, l'équipe, c'est ce qu'ils font. Ils ont pas mal de paquets de clopes et d'alcool, enfin beaucoup d'alcool. Ils ont de l'alcool.
Donc c'est pas forcément conseillé, l'alcool va pas vous hydrater, va faire plutôt l'inverse. Et la cigarette, eh bien, vous êtes à plus de 3600 mètres d'altitude, va pas vous aider et favoriser la création de globules rouges pour vivre sur une haute altitude. Malgré le fait que ça soit pas forcément recommandé de le faire, ça a un autre intérêt, c'est que ça réconforte le mental et le moral d'avoir du vin, de l'alcool à boire et des cigarettes à fumer. Et ça fait passer le temps. Donc il n'y a pas c'est bien ou pas bien. C'est juste une notion en termes de survie pure. C'est pas forcément recommandé de le faire. Dans leur cas à eux, je peux vous assurer qu'on le ferait peut-être tous aussi. Donc voilà, c'est juste une aparté. Si vous êtes vraiment en survie pure et que votre vie en dépend, fumer de l'alcool, ça devient compliqué là. Fumer des cigarettes et boire de l'alcool, ça ne serait pas recommandé. L'avion s'est écrasé en fait, et pas mal de hublots se sont disloqués, arrachés. Vous avez toute l'aile de l'arrière qui a disparu. Donc vous avez des ouvertures sur l'extérieur plutôt conséquentes. Et donc le vent qui s'engouffre dedans, l'humidité. Et donc on revient encore une fois sur la régulation thermique. Il va falloir se protéger. Si on a réussi à mettre de la mousse sur soi pour se protéger et se maintenir au chaud, il va falloir faire de même sur la carlingue, parce qu'il va falloir créer ce petit cocon plutôt agréable, même si on est complètement dans une situation de détresse, eh bien, il va falloir rapidement trouver de l'énergie pour aller fermer toutes ces ouvertures sur l'extérieur qui vous apportent du vent, du froid, et donc il va peut-être pouvoir décimer encore quelques personnes de l'équipe. Donc il va falloir rapidement fermer tout ça. Et donc c'est ce qu'il décide de faire. Il décide de faire un mur avec des valises, voilà, de vraiment se créer une bulle de chaleur. Si j'avais été à leur place, après c'est très difficile de juger, hein, c'est pas un point négatif, mais si j'avais à le faire, alors pas forcément sur la première nuit, mais sur les autres nuits, pourquoi pas récupérer de la neige et venir coller de la neige un maximum contre l'appareil, parce que lorsque vous avez de la neige qui vient se mettre à proximité, vous allez créer bien, un isolant, encore une fois, thermique. La neige, c'est un isolant qui est très très intéressant, parce que la neige, c'est quoi? Ce sont des gouttes d'eau, et à l'intérieur, eh bien, vous avez des petits cristaux. Maintenant, après, donc, la neige, ça devient des cristaux, et à l'intérieur, vous avez plein d'air qui est coincé dans les cristaux. Donc, c'est un isolant thermique qui est très intéressant. Donc, effectivement, si vous vous allongez dessus, vous allez écraser ces cristaux, l'air à l'intérieur, et c'est terminé. Par contre, si vous arrivez à la maintenir à côté de la carlingue, eh bien, ça va vous protéger des conditions qui peuvent être vraiment très médiocres à l'extérieur. En créant un amas de neige à côté de la carlingue, eh bien, on va recréer ni plus ni moins un igloo et recréer une bulle de chaleur. Et en fait, la bulle de chaleur, eh bien, c'est notre propre bulle de chaleur qui va nous protéger et faire rayonner, et donc avoir de la radiation à l'intérieur de la carlingue. Dans le drame de la cordillère des Andes, ce qui se passe avec l'équipe de rugby, on parle de survie poussée à l'extrême, parce que les gens n'étaient pas prêts du tout à vivre ce qu'ils allaient vivre. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle, c'est de l'anthropophagie. Donc on pense généralement à du cannibalisme, parce que c'est relativement proche. Le cannibalisme est plus associé à un acte de violence, de barbarisme, où on va tuer des ennemis pour récupérer leur être, leur puissance, leurs âmes, etc. L'anthropophagie, là, en l'occurrence, c'est vraiment parce qu'ils sont sur une thématique propre. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, c'est vraiment pour survivre et pour essayer de maintenir un équilibre entre nous. On a besoin de vivre, et donc on va devoir consommer les cadavres. Ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est qu'on est un groupe et tout le monde va aller consommer de la viande. Alors je ne sais pas si ça s'est réellement passé comme ça, si tout le monde partait récupérer son morceau de viande, ou s'il y avait une personne attitrée pour aller récupérer la viande et ensuite la donner aux autres. Ce qui est difficile, c'est que lorsque une seule personne est attitrée pour aller dépecer les corps et ensuite ramener la viande, eh bien, on pointera toujours cette personne de dire « oui, mais c'est lui qui le faisait ». Donc c'est là-dessus une notion importante, mais après, ça peut être également pris de se dire « je le fais pour vous éviter à devoir aller dépecer, eh bien, pourquoi pas des amis, des gens qui vous sont chers ». Donc je pense que ça a été
traumatisant pour la plupart d'entre eux et je pense qu'ils s'en souviennent encore. Je pense que Fernando, celui qui a raconté son histoire dans Le Miracle des Andes, il expliquait justement lorsque ils sont partis par la suite pour essayer de tenter de trouver les secours parce que les secours ne viendraient pas, ils ont arrêté les recherches. Eh bien, il avait expliqué au reste de l'équipe qui sont restés sur la carlingue en attendant que l'équipe qui était partie retrouver les secours revienne avec les secours. Et il leur a dit « Je vous autorise à manger ma mère et ma sœur ». Donc c'est quand même relativement particulier de dire « T'as le droit de te taper ma mère et ma sœur, il n'y a pas de problème. Et elles sont vachement bonnes. » Just cool into the mouth. Nice. Je pense que ça a été un moment très particulier, mais en termes de survie, je suis convaincu, et c'est ce qu'ils disent très bien au début du film, beaucoup de personnes se seraient laissées mourir dans cette situation, mais je peux vous assurer que vous trouveriez les ressources nécessaires pour pouvoir vivre, survivre et rentrer à la maison. Vous feriez tout et n'importe quoi. Et vu qu'ils se rendent compte que les secours ne viennent pas, que les secours ne se déplacent pas vers eux, eh bien ils décident de faire l'inverse, d'aller directement vers les secours. Donc ils vont récupérer toutes les housses, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil pour pouvoir essayer de recoudre et fabriquer une couverture suffisamment épaisse pour partir à 3 et partir trouver des secours pour rapidement ramener tout le monde. Alors si vous êtes un jour perdu en pleine montagne dans cette situation, pour pouvoir, si vous n'avez pas de cartographie, si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, même si vous avez une notion entre le nord et le sud, est-ouest, qui est relativement simple à faire lorsque vous avez le lever du soleil et le coucher du soleil. Là-dessus, c'est assez simple. Mais lorsque vous voulez directement aller trouver des secours, eh bien, il faut descendre. Lorsque vous êtes sur un point culminant, il faut regarder autour de vous et il faut descendre dans la vallée. Forcément, dans les vallées, c'est là où se concentre l'eau parce que toutes les habitations, toutes les civilisations se sont toujours créées à proximité de points d'eau. Et les points d'eau, eh bien, ils ne seront pas en altitude. La vie triomphera quand même, c'est que les mecs, ils sont restés 72 jours dans la montagne. 72 jours, 2 mois et demi. 2 mois et demi et ils ont bouffé les cadavres pendant plusieurs semaines pour pouvoir survivre. Donc c'est vraiment intéressant parce que là on voit vraiment toutes les notions de la survie pure. Il n'y avait pas de notion où on apprend des choses sur la survie comme sur les autres épisodes qu'on a pu voir auparavant, mais on comprend énormément d'aspects en lien avec la survie, de ce que l'être humain est capable de faire physiquement, psychologiquement, mentalement pour pouvoir s'en sortir et vivre. Rester 2 mois et demi en pleine montagne, beaucoup de personnes auraient pu y laisser la vie bien avant, auraient baissé les bras, mais parce que je pense qu'il y avait un effet groupe, c'est ce qui leur a permis de s'en sortir. C'est vraiment un film extraordinaire. Je suis content de vous avoir partagé cet épisode-là parce que ça a été l'un des premiers livres que j'ai lu il y a pas mal de temps. Ça remonte à plusieurs dizaines d'années où j'ai lu ce premier livre tourné sur de l'aventure et de la survie de ce qu'ils avaient réussi à faire, Le Miracle des Andes. Et je suis ravi de pouvoir vous partager maintenant ce que j'arrive à déceler comme notion de survie à travers cette aventure. Merci les explorateurs d'avoir regardé encore une fois cette petite vidéo sur les rescapés du crash aérien des Andes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Ça nous aidera grandement. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui à mon avis va vous surprendre.